titre, donc La race tue deux fois, histoire des crimes racistes de 1970 à 2000. Et la thèse est signée par une chercheuse française du nom de Rachid Abrahim, thèse qui sera présentée, publiée l'année prochaine. À partir de cette idée et d'une série d'analyses, d'observations que cette chercheuse a menées dans la région de Marseille pendant des années, nous avons voulu aller au-delà, aussi bien dans l'univers littéraire que par-delà le champ littéraire, dans la réalité sociale, celle que chacun des intervenants de ce soir a pu expérimenter dans sa vie. Nous allons voulu donc aller au-delà pour essayer de disséquer ce mot, d'aller en profondeur et de voir ce qu'il cache comme réalité, comme soubresaut, comme tension dans le monde dans lequel nous vivons. Et il se trouve, comme vous le savez, que l'actualité des derniers mois a été assez prolixe de ce côté-là. Et donc, je compte avec mes invités pouvoir décortiquer cette notion de race, cette réalité et tout ce qui la rend, pour certains en tout cas, toxique, dangereuse, au point parfois de pouvoir la rejeter simplement dans le vocabulaire et dans la compréhension de faits sociaux qui nous entourent. Et parlant des invités, donc je vais directement vous les présenter, même si j'imagine que vous le voyez déjà à l'écran. Notre première invitée est donc Monia Mazig, docteur Monia Mazig, qui est née en Tunisie, qui est arrivée chez nous au Canada en 91. Elle est universitaire, docteur de l'université McGill à Montréal. Les Canadiens l'ont surtout découvert, si je ne me trompe pas, en tant que militante de droits de la personne il y a quelques années maintenant, lorsqu'elle a dû se battre avec énergie pour la libération de son époux, monsieur Maher Arar, qui avait été, comme certains le savent, détenu en Syrie. Et ensuite, dans le combat qu'elle a mené pour que le gouvernement du Canada, qui avait été reconnu responsable dans cet emprisonnement, puisse dédommager donc monsieur Arar. Voilà un peu le contexte de militante qui nous l'a fait découvrir. Mais au-delà de cet engagement militante, Madame Monia Mazig s'est également présentée dans la sphère politique comme candidate députée à Ottawa-Sud en 2004, si je ne me trompe pas. Et après, elle a été reçue dans notre espace littéraire. Elle a été reconnue comme autrice à la faveur d'abord du roman Les larmes emprisonnées, publié chez Boréal en 2008, suivi du Pain et du Jasmin chez David en 2015, et plus récemment, donc au début de cette année, le roman Farida, publié donc chez David, a été son troisième livre par lequel nous l'avons donc lu. Pour ceux qui l'ont lu, en tout cas, c'est comme ça que elle a poursuivi sur le chemin donc de la fiction. Et donc voilà, donc Monia sera avec nous et elle nous parlera sans doute de son expérience comme des personnes d'origine maghrébine, femme, autrice, ancienne militante de droits de la personne. Et c'est sûr que, s'agissant des races, nous aurons sans doute des choses à apprendre de son expérience, de ses combats, de ses inspirations littéraires. Et ensuite, Sébastien Pierroz, qui, lui, est français d'origine. Il nous vient d'Annecy, où il est né. Il est arrivé après un master en histoire politique de l'Université des Paris-Panthéon, Sorbonne. C'est en 2009 qu'il va quitter donc la France pour arriver au Canada. Et là, on l'a retrouvé comme journaliste dans différents médias, aussi bien dans la région qu'au-delà de l'espace latino-Ottawa. Et c'est récemment qu'il a rejoint l'équipe des TFO Ottawa comme journaliste réalisateur affecté à la politique et aux affaires francophones dans lesquelles il s'illustre beaucoup. En tout cas, on ne peut pas s'intéresser à la question francophone, surtout en situation des minorités, sans connaître la contribution de Sébastien Pierroz à cet égard. Et puis, puisque sa présence ici a davantage à faire au fait qu'il porte également la casquette de romancier, donc en 2015, oui, il a donc publié entre parenthèses son premier roman aux éditions Prise des Paroles, qui a été notamment finaliste au prix du livre d'Ottawa. Et pour compléter le trio, nous ne pouvions pas passer à côté de Didier Leclerc, qui fait un peu figure aujourd'hui des gardiens de la maison du côté de Toronto. Il est donc arrivé ici, il n'est pas arrivé ici, lui, et contrairement à ce que j'ai déjà dit lors d'une intervention antérieure, il est né ici à Montréal, de parents rwandais, même si son enfance
a été marqué par un retour en Afrique et le fait qu'il a sillonné avec sa famille dans différents pays avant de revenir au Canada et de s'établir donc d'abord à la région de Sudbury, ensuite à Toronto où il a exercé différents métiers, notamment de journaliste. Aujourd'hui, c'est l'écrivain que nous recevons qui a gagné le prix littéraire Trillium en 2000 avec son premier roman Toronto, je t'aime, un livre qui sera suivi par C'est pays qui est le mien, finaliste au prix du gouverneur général. Je vous en passe, c'est des meilleurs, auteur en tout cas de plusieurs romans, dont le dernier, en tout cas le plus récent, Le vieil homme sans voix, publié aux éditions David en 2020. Voilà. Je n'ai peut-être pas tout dit sur nos auteurs, mais je pense que vous avez là le portrait du cheminement personnel de chacun d'eux, de par leurs origines, de par leur parcours, aussi bien professionnel, humain que littéraire, et également de la manière dont cette question de la race, comme on dit, a pu avoir certainement une résonance dans leur esprit, dans leurs oreilles, ce dont nous allons donc découvrir au fil de notre discussion. Et donc, sans attendre, je m'en vais embrasser, parce que je sais que nous aurons beaucoup à dire, je m'en vais donc leur poser une première question qui est d'ordre assez général, qui nous permettra peut-être de mettre la table. Elle concerne la manière dont, justement, cette question de race a résonné dernièrement dans l'actualité aussi bien internationale que nationale. Nous savons que la question de la race, la question du racisme est très, très vieille, mais il semble que dernièrement, un certain nombre d'événements, que l'on parle de la mort de George Floyd, que l'on parle de la mort ici chez nous de George Echaquan, cette question a été mise en avant de manière beaucoup plus retentissante. Certains ont attribué ces retentissements, en tout cas ces grands échos, aux réseaux sociaux et à d'autres raisons, à d'autres phénomènes, à d'autres facteurs. Ma question, pour démarrer cette discussion avec vous, à votre égard, c'est avez-vous les sentiments personnellement que, contrairement à il y a peut-être 10, 12 ans, je prends 12 ans comme étant la référence qui nous renvoie à l'élection d'un certain Barack Obama comme 44e président des États-Unis, avez-vous l'impression que dans les 12 dernières années qui ont suivi l'élection d'Obama, nous assistons à plus de racisme, nous assistons à une place beaucoup plus importante du phénomène de la race, du rapport de la race dans notre société, dans nos sociétés en Amérique du Nord, ou est-ce que c'est un effet grossissant, notamment de réseaux sociaux, qui nous ferait croire que les choses sont beaucoup plus préoccupantes qu'avant? Je voudrais vous entendre là-dessus. On commencerait peut-être par Sébastien Pierros, qui est devant mon écran, celui qui apparaît le premier. Oui, merci Blaise pour ta question. Je vais essayer de le répondre avec objectivité. Je pense que oui, il y a quand même, on le voit depuis certaines années, c'est plus tout à fait le monde dans lequel on vivait il y a quelques temps, surtout au Canada. On sent quand même une montée des intolérances. Donc ça se matérialise évidemment par Twitter, qui est une caisse de résonance assez fabuleuse, certes, mais quand même, on sent qu'on est arrivé à un certain point de notre civilisation où je pense on est en train de passer d'un monde à un autre, c'est-à-dire le monde qu'on connaissait avant au Canada, qui était plutôt un monde blanc, un monde paternaliste, patriarcal. On est en train de changer de civilisation et heureusement avec beaucoup plus de diversité et on est un peu à la croisée des chemins, je crois aujourd'hui. Et finalement, ça crée des résistances, ça crée aussi une envie pour certains militants d'aller encore plus loin, ce qui explique les tensions. Et bien sûr, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, je pense vraiment les médias sociaux nous donnent, oui, effectivement, des fois, un aspect beaucoup plus grossissant de la chose qu'elle ne l'est. Il y a quand même une majorité silencieuse pour qui la question raciale est moins importante. Il y a des gens donc qui, pour eux, les priorités sont économiques, les priorités ne sont pas la question raciale, mais il y a quand même de part et d'autre beaucoup plus de militants auparavant, indépendamment de toute idéologie politique, qui sont très sensibles à cette question. Merci beaucoup, Sébastien. Je ne vois plus Monia sur mon écran. Si elle m'entend, j'aimerais bien qu'elle se manifeste à un moment donné, mais le temps que cela soit réglé, je vais passer donc la parole à Didier qui devrait s'exprimer, renchérir sur ce que Sébastien disait ou prendre une autre direction, peu importe.
Oui, merci beaucoup Blaise. Ce que moi je dirais, c'est que, à mon avis, le problème, le constat que l'on fait en ce qui concerne les esprits exacerbés que l'on voit dans les réseaux sociaux ou dans les médias, c'est le sommet de l'iceberg. Pour moi, ça, c'était simplement là, mais on ne le voyait pas. Et l'iceberg se montre davantage. Je crois qu'il n'est pas question de penser que les réseaux sociaux aient augmenté un phénomène. Je crois que le phénomène était là. On vivait dans un statu quo. On vivait dans un statu quo depuis très longtemps, depuis Obama et même avant. Et je crois que tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où l'environnement dans lequel on vit ne peut plus continuer de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient avoir plus de liberté, plus de droits de parole, plus de place. Vous savez, quand on parle par exemple du Canada et du multiculturalisme, l'idée première qui vient en tête, c'est l'insertion des personnes qui viennent d'ailleurs. Cependant, dans le multiculturalisme, il y a un autre pendant. L'autre pendant, c'est l'acceptation de l'autre, pas selon les termes de celui qui accueille, mais selon un compromis. Et le compromis, c'est qu'il y a aussi certains termes de ceux qui arrivent. Ils arrivent avec certaines choses à laquelle ils tiennent, certains éléments culturels, par exemple. Et donc, je crois que c'est très important de noter qu'il n'y a rien de nouveau, qu'en fait, c'est tout simplement les réseaux sociaux ont augmenté un phénomène qui existe. Ils ont juste mis la lumière là-dessus et on ne le voyait pas avant. Il y avait toujours des violences policières, il y avait toujours des problèmes de ce genre. Vous pouvez reculer très loin et vous allez trouver les mêmes éléments qui existaient dans les années 70, 80, 90, mais seulement aujourd'hui, la lumière est mise dessus. Donc ce n'est pas quelque chose qui a augmenté. C'était là et ça continue à être là. Merci beaucoup Didier. Si le temps nous permet, je reviendrai tout à l'heure sur l'aspect compromis. Je note le nom compromis entre ceux qui reçoivent et ceux qui sont reçus, venus d'ailleurs. On reviendra peut-être là-dessus. Pour l'instant, j'aimerais continuer avec Monia. Est-ce que Monia, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Allô? Vous Monia? m'entendez? Oui, salut. Moi, je vous entends, Monia. Parfait. Est-ce que vous avez suivi ce qu'on dit tour à tour, Sébastien et Didier? Oui. Parfait. Merci beaucoup Blaise, merci pour mes collègues également et pour tout le monde qui a participé à l'organisation de cette table ronde. Je suis un peu, je continue dans la même lignée que mes collègues Sébastien et Didier. En fait, je pense que personnellement pour moi, c'est un peu c'est un peu compliqué parce que le déclic a été un peu pour voir, disons, et pour ne pas voir, ou pour passer du passage entre ne pas peut-être se rendre compte de l'existence du racisme ou de s'en rendre compte encore plus, c'était les événements du 11 septembre. Les événements du 11 septembre, c'est le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'il y en avait un avant et un après. Mais également, tout d'abord parce que je me suis rendu compte que, vu que je suis une femme musulmane, je paraissais encore plus après le 11 septembre et que je suis définie encore plus à travers ma religion, à travers veut pas, je suis l'autre. Et donc, ça m'a. Sauf que les médias sociaux, c'est vrai que ont grossi ou ont rendu l'existence de ce racisme plus visible. Il existait, mais on n'en parlait pas beaucoup. Il y a un autre débat sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est l'émergence des voix de ces personnes racisées. Parce que peut-être jusqu'à tout récemment, on n'entendait pas ces voix-là. On n'avait pas vraiment accès à ces voix-là. Elle existait, mais elle était ou bien étouffée, ou bien n'avait pas le moyen de s'exprimer. Et pouf, là, il y a les médias sociaux qui ont à la fois peut-être rendu cette violence visible, mais aussi
rendu cette parole audible. Et donc, je pense que c'est ça, c'est plusieurs choses à la fois, qui ont fait qu'aujourd'hui, on entend vraiment parler du racisme comme si on n'en avait jamais entendu et comme si ça n'a jamais existé. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai retenu plusieurs choses dans vos interventions respectives qui d'ailleurs se complètent d'une manière ou d'une autre. J'aimerais rapidement qu'on revienne assez rapidement, si vous le voulez bien, sur deux mots que j'ai entendus ici. Didier a utilisé le mot compromis, la recherche du compromis entre ceux qui sont reçus et ceux qui reçoivent. Et Monia, en vous écoutant, vous terminez dans le dernier volet de votre réponse en parlant des voix qui deviennent audibles, celles qu'on n'aurait peut-être pas pu entendre auparavant. La question, c'est comment on arrive à trouver cette synthèse, ce compromis qui permettrait de vivre ensemble entre ces voix qui de plus en plus deviennent audibles et cette société qui, semble-t-il, pourrait avoir du mal à intégrer ce qu'on entend dans l'action politique. Comment on arrive à réussir cette synthèse selon vous? On peut revenir par Monia, puisque vous étiez la dernière et que vous êtes encore en face. On peut commencer par vous, ensuite je prendrai Sébastien. Certainement. Je pense qu'on passe à travers un grand déséquilibre et pour atteindre, c'est un déséquilibre entre plusieurs forces. Je dirais certainement des forces économiques, des forces sociales et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a des groupes qui essayent de trouver leur place à la fois économique, politique et d'autres groupes qui sont un peu, disons, qui ont un peu beaucoup à perdre parce que cette question dont Didier a parlé, le compromis, et dont vous évoquez l'existence, comment atteindre ce compromis-là, c'est quelque chose qui a finalement créé dans le monde des pays puissants et d'autres plus pauvres, d'autres moins connues ou moins importantes sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, je crois que c'est on va être là, je suis pas là pour prédire, mais personnellement, je pense que ça va être encore des années jusqu'à pouvoir trouver encore une fois l'équilibre, c'est-à-dire que économiquement, que les cartes et politiquement que les cartes soient redistribuées et démographiquement également, parce que on voit par exemple toute cette migration de masse de personnes qui passent de l'Afrique en Europe et les gens qui sont, disons, européens de souche ont peur, pas seulement sur de la race, mais ont peur sur leur acquis économique. La même chose se passe aux États-Unis, à des degrés moins différents, moins importants ici au Canada. Donc moi, je pense que c'est un compromis qu'on est en train de chercher tout le monde et qui va un peu se dissiper ou peut-être arriver à un point de stabilité dans les années, dépendamment de plusieurs facteurs. Parfait. Sébastien, merci beaucoup, Monia. Sébastien, en prenant cette espèce d'optimisme que je décèle dans les derniers propos de Monia, vous le voyez comment ce moment de déstabilisation? Qu'est-ce qui pourrait y contribuer très concrètement? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à cette synthèse, à cette mise à plat qui nous permettrait de vivre avec moins de tensions, sans éliminer évidemment la réalité de la différence? Je pense que pour moins de tensions, il faut du dialogue. Et si on n'a pas de dialogue, on ne peut pas avoir une acceptation de l'autre et par une acceptation de l'autre, une tolérance. Ce que je vois par exemple sur les réseaux sociaux et dans les débats qui animent la société aujourd'hui, après les événements qu'on a vus ces derniers mois, que ce soit de George Floyd, la polémique à l'Université d'Ottawa, c'est deux camps qui ne se parlent pas. C'est-à-dire que chacun campe sur sa position, chacun a une crainte de l'autre, et finalement, on est dans une sorte il n'y a pas de chemin on ne se rend pas vers un chemin, vers un point déterminé. Donc, chacun prend un peu des pauses vertueuses en disant, bon, c'est pas moi qui est raciste, c'est vous. Et inversement, résultat des courses, on n'avance pas. On est plutôt actuellement dans une non-écoute.
On en accuse, on voit l'autre, l'humain, comme des adversaires, comme un adversaire plus que comme un allié, malgré nos différences d'opinion. Et je pense que tant qu'on restera dans ces postures et dans cette façon qu'on a un peu maintenant de se faire la morale, un camp et l'autre, on n'arrivera pas à sortir de l'ornière et on n'arrivera pas à aller de l'avant et à se rendre là où on doit se rendre, c'est-à-dire une société qui est enfin inclusive et où tout le monde se sent intégré. Merci beaucoup, Sébastien. Didier, pour terminer sur cette question, qu'est-ce que vous avez à dire en écho à ce que vos pères viennent de nous dire? Eh bien, moi, je crois qu'il y a en effet un déséquilibre dans le rapport justement du compromis dont on parle. Je crois que le déséquilibre vient plutôt de ceux qui accueillent. J'irai jusque-là, je dirais que il y a les minorités en général, les personnes racisées ont donné beaucoup, donnent encore, ils font beaucoup de sacrifices. Dans un de mes romans, j'ai un personnage qui conduit un taxi la nuit alors qu'il était médecin. Ce n'est qu'un exemple. Et ce que je dirais, c'est que ces sacrifices-là ne sont pas tenus en compte. À mon avis, il y a une forme, on exige énormément des personnes racisées et on ne veut rien donner, ou presque. Et je crois qu'il faut décloisonner les esprits, qu'il y a donc un besoin, il y a des esprits ségrégués. Il faudrait que les esprits donc ségrégés dans ce 21e siècle commencent à comprendre que de leur côté, les personnes racisées attendent quelque chose. Et ils ont tellement de poids, en fait, ces personnes racisées, parce que les emplois qu'ils font, les domaines dans lesquels ils sont des domaines où les personnes dites de souche ne veulent pas aller. Donc, il y a forcément un besoin de compromis. Et à mon avis, cette ségrégation de l'esprit doit se faire au XXIe siècle. Sinon, on ira vers un cul-de-sac, une voie sans issue. Je ne suis pas pessimiste, mais je crois qu'il est vraiment important que les personnes dites de souche, pour utiliser une expression commune, fassent une réflexion interne extrêmement importante. Merci beaucoup à vous trois. On passerait 2 heures, évidemment, sur cet aspect, tant la recherche du compromis est un exercice d'équilibriste souvent très, très difficile, surtout pour les politiques, qui ont pour mission de créer justement les conditions de se vivre ensemble. Mais je vais quand même passer à la seconde question qui revient davantage vers vous comme créateur, comme auteur. Donc, dans un monde aussi éclaté où les positions, les discours se polarisent de plus en plus, vous l'avez dit d'une certaine manière, quel est le rôle, selon vous, de l'écrivain? Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Quelle place il devrait occuper dans un contexte aussi agité? Je commencerai peut-être par Monia. C'est difficile, mais personnellement, je pense que ma position en tant que auteur, personne qui réfléchit sur les questions de l'heure, sur la politique, sur les phénomènes sociaux. Tout d'abord, je suis témoin donc de mon temps et témoignage aujourd'hui est presque, je dirais, une obligation de chacun de témoigner et de partager ce témoignage avec son entourage, avec les personnes qu'il connaît, qu'il ne connaît pas, mais au moins, pour moi, c'est très important de partager mon histoire. Et là, je ne veux pas dire mon histoire personnelle nécessairement, mais l'histoire peut-être que j'ai connue, l'histoire de l'immigrante, l'histoire de la femme racisée, l'histoire de la musulmane. Donc l'histoire que généralement je regarde parfois à la télé avec des yeux vraiment ahuris, me demandant si c'est mon histoire ou non. Et donc, c'est très important que nous partageons ce que nous ressentons, ces émotions, que ce soit de peur, que ce soit d'optimisme, que ce soit de pessimisme. Donc, tout ce que nous ressentons, je crois, en tant qu'artiste, nous avons je présume, cette capacité, cette sensibilité et de la partager.
Alors là, Didier a mentionné quelque chose d'important, c'est que comment est-ce que cela est accueilli ou comment est-ce que cela est reçu? Et c'est là où vient, je pense, peut-être le compromis ou cette tentative de trouver. Parce que si je prends le temps d'écrire, si je prends le temps de témoigner, je crois aussi qu'il est vraiment important que mon entourage prenne le temps de lire, prenne le temps d'écouter, prenne le temps de peut-être de sentir ce que je ressens. Et donc c'est là, je pense que peut-être c'est là le compromis. C'est un compromis vraiment de partage. Et surtout quand on a cette possibilité-là en tant qu'auteur de le faire. Merci beaucoup, Monia. Je vous entendais, je souriais un peu parce que ça m'a fait penser, petite parenthèse, à une histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est ONFR d'ailleurs au travail, Sébastien qui nous l'a lancé. Dans une bibliothèque du nord de l'Ontario, on a rendu des livres qui ont été écrits par de personnes racisées, comme on dit, tout simplement en disant que la communauté, les consommateurs des services de cette bibliothèque-là, ne souhaitaient lire que les histoires des familles canadiennes de souche donc voilà. Et des histoires québécoises. Ça rejoint un peu, comme vous dites, à cette curiosité peut-être qui peut manquer de la part de de notre interlocuteur, de ceux qui reçoivent, de se tourner vers des histoires, des parcours, des vies, des récits, des témoignages, comme vous l'avez si bien résumé. J'aimerais vous entendre maintenant, Didier, justement, sur cette question du rôle, de la place, de ce que l'on peut faire quand on a le statut, le rôle, l'étiquette, la veste de l'écrivain. Eh bien, l'écrivain, pour moi, je trouve que c'est celui qui dit que le roi est nu. C'est la personne qui doit dénoncer, se moquer, en rire, provoquer. C'est quelqu'un qui doit se mettre au devant de tout ce qui arrive, tout en pointant du doigt ce qui ne va pas. C'est aussi l'écrivain qui dit comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire qu'il prend tous les risques. Et je crois que ici, dans cette condition-là, dans ces conditions où nous sommes, les personnes racisées sont au centre de débats et de polémiques, il est très important de pouvoir faire entendre sa voix et bien sûr, comme j'ai dit, de provoquer la conversation, provoquer la discussion, montrer dans ses écrits la sensibilité d'un peuple, de plusieurs peuples, que l'on voit seulement d'une façon monochrome. Il y a un besoin de montrer à quel point les personnes racisées sont sensibles, sont extrêmement diversifiées et que, bien sûr, ils sont capables d'avoir des valeurs de démocratie, de liberté d'expression, autant que n'importe quelle autre communauté. J'ai tendance à penser que dès qu'il y a un conflit, c'est la première chose qui arrive, c'est-à-dire que l'on essaye de caricaturer les personnes racisées comme des gens incapables d'avoir des valeurs démocratiques. Donc, l'écrivain doit absolument jouer ce rôle pourfendeur, provocateur, utiliser la dérision, utiliser tout ce qu'il a, tous les outils qu'il a dans la main pour pouvoir provoquer une attention et provoquer ce que j'appelle la déségrégation des esprits. Merci beaucoup Didier. Déségrégation de l'esprit, ça sera le mantra apparemment de cette partie de la discussion en tout cas. Sébastien. Oui, ça c'est une bonne question. Je pense que le rôle de l'écrivain, avant tout, c'est un rôle d'indépendance. Et je fais une allusion à mon travail de journaliste quotidien, où là dans l'écriture, c'est un travail d'écriture, mais qui est fait pour relayer des faits où on met pas en avant sa perspective, ses opinions, bien entendu. Là, le travail de l'écrivain est tout autre. C'est une toute autre écriture, c'est-à-dire que on met en avant son ressenti. Et bien souvent, on peut le mettre de façon insidieuse derrière des personnages qui nous ressemblent, des personnages qui sont là pour transmettre nos émotions, transmettre nos frustrations. On peut le faire de façon beaucoup plus autobiographique des fois, de manière plus évidente. Chacun a sa méthode, mais je pense que c'est un travail vraiment de franchise, de sincérité,
Écrire, c'est se rencontrer aussi soi-même. Ça, c'est très important. Souvent, on part dans un livre et ça peut être un phénomène très, on va dire, déstabilisant parce qu'on se rencontre soi-même. On va rencontrer des émotions dont on n'avait pas conscience. Et je pense que c'est ça le travail de l'écrivain, c'est donner certes au lecteur, mais donner aussi à soi-même pour finalement arriver à un résultat qui permet d'avancer. Didier le disait à raison, un peu être irrévérencieux, faire avancer les choses. Oui, alors moi, je ne suis pas une personne racisée, mais je suis un allié, bien sûr. Et dans ces livres, dans mon dernier manuscrit que je m'apprête justement à soumettre à prise de parole, il y aura cette importance un peu de plus avec des personnages français, mais qui illustrent aussi un parcours d'immigration, un parcours de déstabilisation que j'ai connu, le sentiment de solitude. Donc, c'est aussi ça que j'aimerais mettre en avant et que j'essaye en tout cas de mettre en avant dans l'écriture. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous promets que je reviendrai vers vous sur cette question de votre parcours à vous, parce que ça, il n'aura pas échappé à ceux qui nous suivent que dans ce portrait, vous êtes effectivement celui qui ne coche pas la case de personne racisée, mais votre parole comme allié, comme écrivain, comme être humain nous intéresse au plus haut point. Je passe à une autre question qui me renvoie, parce qu'on parlait, Didier utilisait l'image de Flaubert en disant « Madame Bovary, c'est moi ». Je vais revenir dans un texte de Didier, un roman comme il l'essaie, que j'ai beaucoup aimé, qui est le bonheur est un parfum sans nom. Didier joue souvent avec des personnages qui sont parfois, comme dans ce roman, un écrivain noir, parfois un vieux monsieur blanc, riche torontois dans une maison de résidence, comme dans son dernier roman. Dans ce roman-ci, le bonheur est un parfum sans nom, il fait dire à cet écrivain fictif qu'il crée, à qui son éditeur demande de produire un livre sur le peuple de la région de l'Afrique de Grand Lac, il lui fait dire ceci, parce qu'il ne veut pas, cet écrivain ne veut pas écrire sur cette région de l'Afrique, il lui fait dire que ce qui sort de moi est un geyser, qui se fout pas mal de peuples pasteurs de la région de Grand Lac, de peuplades mandingues ou bantous aussi. Pour un écrivain noir, quand j'ai lu ça, je dis, ah ouais, ben lui, l'Afrique, évidemment, il ne veut rien savoir, cet écrivain fictif. Mais la question qui m'amène et à lire cet extrait, à vous le renvoyer, à vous trois, c'est de dire, est-ce que, cette question est précisément pour Monia et Didier, hein, pour des raisons que l'on peut comprendre, est-ce qu'en tant qu'écrivain ou écrivaine, vous éprouvez ce besoin de vous détacher ou de refuser ce qui pourrait être peut-être une sorte d'assignation à la race, justement, en disant, mais je ne veux pas être vu, être lu comme la femme arabe musulmane, l'écrivain africain, tout ça. Est-ce que vous avez ce besoin dans votre démarche d'écriture de prendre une distance par rapport à ça? Et si oui, comment vous conciliez ce besoin-là avec la réalité selon laquelle celui qui vient vers vous vient aussi parce que, voilà, vous êtes noir, vous avez des origines africaines ou arabo-musulmanes, et que c'est cette spécificité peut-être qui nourrit sa curiosité. Je ne sais pas si c'est clair, mais comment vous conciliez ce besoin parfois de refuser une assignation à la race? L'éditeur veut un texte sur l'Afrique, mais moi, ça ne m'intéresse pas de lui ouvrir ce texte. Mais en même temps, je sais que le public, en tout cas une partie du public, ne vient pas seulement vers l'écrivain ou l'écrivaine que je suis, ils viennent aussi vers l'écrivain d'origine africaine, de culture africaine ou de culture arabo-musulmane que je suis. Comment on concilie ça? Monia d'abord. Tout d'abord, merci pour la question parce que je pense que c'est une très très grande question avec laquelle je me débat encore, hein, c'est vraiment difficile. De prime abord, je dirais non. Moi, j'écris des histoires qui reflètent qui reflètent qui je suis. Je ne peux pas écrire des histoires sur commande. Toutefois, en fait, en tant que personne, en tant que femme arabo-musulmane, je suis un peu censée ou poussée dans un sens par la critique ambiante ou majoritaire ou par un certain lectorat ou par un certain, je dirais, c'est ça, par les lecteurs ou par un certain nombre de maisons peut-être d'édition ou de...
vers un genre littéraire qui se voudrait être un peu exotique, un peu jouer dans le voyeurisme, un peu dire comment est-ce qu'on vit quand on est une femme arabo-musulmane. Donc c'est ça, on veut donner des histoires avec un certain exotisme et on est là dans la commercialisation de ces histoires-là. Et donc pour moi, et je peux le voir beaucoup en fait. Il y a eu beaucoup d'études qui se sont penchées sur les histoires qui vont caractériser, qui vont vraiment faire en sorte que c'est un genre d'histoires de femmes qui sont soumises, qui sont souvent sauvées par un homme blanc ou par une civilisation occidentale. Et donc c'est ça j'ai l'impression que c'est ça qu'on aimerait toujours entendre parler quand on est une écrivaine, quand on est une auteure femme. C'est un peu faire le native informant, c'est un peu faire donner un peu livrer un peu les secrets, je dirais, si on a bien sûr sur sa propre communauté. Et donc là personnellement je refuse de le faire, certainement pour des raisons d'éthique, de morale, et aussi pour des raisons parce que je pense pas que ce genre reflète mon histoire, reflète ce que j'ai vécu. Sauf que c'est vrai que la question est tout à fait pertinente. Comment est-ce que ne pas écrire quelque chose sans penser que ce ne va pas certainement plaire à un certain lectorat de leur idée de ce qu'est une histoire de femmes musulmanes. Donc je pense que et donc finalement c'est comme si on va encore une fois ne pas être entendu, on va encore une autre fois se marginaliser et donc rester un peu dans son coin. Et donc, au risque de cela, moi, je continue à écrire des histoires qui sont tirées de mon vécu, qui, je dirais, authentiques, même si peut-être elles ne seront pas aussi commerciales ou d'être aussi des best-sellers ou qui plairaient à un certain auditoire ou un certain lectorat. Merci beaucoup, Monia. Je retiens donc l'authenticité plutôt que le mercantilisme ou les dictats des commandes de ceux qui voudraient un certain exotisme. Alors, je me tourne maintenant vers Didier qui a sorti un peu le chat de son sac à partir de ces personnages fictifs, bien entendu. Il ne s'agit pas de vous, mais de votre personnage fictif. Mais vous-même, comment gérez-vous cette réalité, cette espèce de dichotomie qui nous habite tous, nous, auteurs racisés, qui publions au Nord, bien entendu? Eh bien, moi, je pense qu'il faut l'ignorer dans un certain sens. Quand je débarque quelque part, comme je l'ai dit dans certains de mes livres, tout de suite on sait que je suis noir, tout de suite on peut bien voir que je viens d'ailleurs, et il y a donc automatiquement quelque chose de vous qui vous colle à la peau, aussi bien dans ce que vous écrivez que dans ce que vous dites. J'ai essayé, entre autres, d'avoir une certaine indépendance, notamment, ce n'est pas simplement pour cette raison, mais disons qu'elle a contribué, le fait d'avoir un nom de plume, en tant que Didier Leclerc, même si Leclerc c'est le nom de mon épouse, je voulais avoir un nom de plume pour avoir une certaine indépendance. Donc il y a en effet un besoin d'indépendance par rapport à ce que l'on pourrait appeler la communauté, le porte-étendard qu'on essaie de vous donner, de faire de vous une sorte de porte-étendard. Et donc il y a un besoin en effet de pouvoir avoir un certain espace pour pouvoir créer. Maintenant, cela dit, je ne peux pas sortir de moi-même. Je reste ce que je suis. J'ai été élevé par 2 parents d'origine rwandaise. Tout ce qu'ils savaient, c'était de donner
une éducation rwandaise à leur enfant. Donc, il y a forcément dans tout ce que je vais écrire et tout ce que j'ai écrit, quelque chose qui a rapport au Rwanda, quelque chose qui a rapport à l'Afrique, dans les pays où j'ai grandi, le Togo, le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a forcément quelque chose qui me suit partout. Étant donné que je ne peux pas sortir de moi-même, à mon avis, il n'y a pas vraiment, la dichotomie est là, mais je ne m'en rends pas totalement compte tous les jours. Il faut continuer à évoluer et le lecteur et la lectrice qui est attiré par ce que j'écris à cause de mes origines, bien, il viendra ou elle viendra. Et ceux qui ne le sont pas, bon, ne viendront pas. Mais il ne faut pas oublier que l'écrivain, à mon avis, est toujours perçu comme un traître. Il est toujours perçu comme un traître parce qu'il dit la vérité. Il dit le roi est nu et il ne peut pas plaire à tout le monde. Merci beaucoup Didier, merci. Ça rejoint encore, j'imagine, la question d'authenticité. Donc vous voulez rester vous, ni porte-étendard, ni traître à sa cause, même si l'étiquette arrive assez souvent pour peu que l'on soit en disharmonie avec le courant de sa propre communauté. Je sais de quoi je parle. Alors, je reviens évidemment à notre allié Sébastien Pierroz. Vous, ça n'aura échappé à personne, vous êtes français, vous êtes arrivé ici, voilà, comme moi, dans un pays qui n'est pas exactement le vôtre, et vous êtes pris, entouré, en plus votre métier de journaliste vous place en témoin privilégié dans tous ces discours. Quelle lecture faites-vous de la manière dont cette question des races résonne et traitée d'abord dans votre pays d'accueil, parce que je sais que vous, naturellement, vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre pays d'origine, pardon, un pays, on le sait, qui a choisi la laïcité, qui a choisi une république qui dit, y compris dans sa constitution, ne pas connaître la race, ne pas connaître les ethnies ni les religions. Quel regard portez-vous sur cette réalité qui est très brûlante dans ce pays-là, le vôtre, et l'autre réalité qui est celle du pays d'accueil, qui assume, le mot est sorti dans votre bouche il n'y a pas longtemps, son multiculturalisme, qui accepte de voir les gens dans leurs différences. C'est quand même deux réalités sociologiques et politiques très, très différentes. Et on le voit dans les faits, on le voit comment c'est vécu. Vous, en étant sur ces deux chaises, quel regard vous portez sur ces deux mondes pendant que résonne la question de la race autour de nous? C'est toujours difficile et un peu déstabilisant en tant que personne parce que, comme tu l'as dit, je suis français et les gens entendent mon accent. Oui, vous êtes français. Des fois, on oublie aussi, je suis canadien, j'ai ma citoyenneté canadienne et il va arriver même un jour où j'aurai passé plus de temps de ma vie au Canada qu'en France. Donc, je suis vraiment, comme tu dis, sur deux chaises, à la fois français et canadien. Et ces deux réalités sont complètement différentes. En France, bien sûr, c'est une république, c'est-à-dire qu'on privilégie, on va dire, des normes communes plutôt qu'au particularisme, alors qu'au Canada, on va plutôt, je résume vraiment, mais tendre à privilégier, à mettre en avant les particularismes de chacun, à faire des accommodements raisonnables au nom du multiculturalisme. Donc, c'est vrai, c'est très déstabilisant. Ce que je trouve, moi, sans remettre en cause le multiculturalisme, qui est un idéal avec ses avantages, ses inconvénients, tout comme la République en France, il y a des avantages et des inconvénients. Aucun système n'est parfait, c'est ça qu'il faut aussi dire. Mais moi, ce qui m'étonne souvent au Canada, c'est qu'en tant que Français, on me met dans la case français et blanc. Donc, c'est comme, et ça, c'est un peu des fois blessant, non pas d'être français, parce que c'est mon origine, je l'assume, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Mais excusez-moi, voulez-vous creuser un peu blessant? Pourquoi qu'on dise français et blanc vous blesse? Ça nous intéresse. Blessant parce que le blanc, c'est toujours j'ai l'impression, on me fige dans ma couleur de peau. C'est-à-dire, je suis blanc, je ne peux pas comprendre, pour certaines personnes, bien sûr, pas pour toi, pas pour certains auteurs, mais il y a quand même des paroles que le blanc ne peut pas comprendre le racisme, le blanc ne peut pas être un allié, le blanc est intrinsèquement raciste, donc il ne devrait pas être à une table à débattre, peut-être aujourd'hui. Ça, je trouve ça dommage parce que on me réduit à ma couleur de peau, c'est-à-dire je suis blanc et voilà, tout en on sent des fois qu'on est déshumanisé, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre chose. Les gens, par exemple, ignorent. Chez moi, on est 3 chez moi à vivre. Je suis le seul qui est blanc. Mon épouse n'est pas blanche.
mon fils n'est pas blanc. Donc voilà, ce sont des choses que les gens peut-être ignorent. Alors des fois on dit le français, le blanc, ah oui, bah c'est une élite de France, encore ces Français colons qui viennent nous donner qui viennent nous dire comment faire, comment on doit agir. Il y a toujours un peu cette construction sociale autour du français. Certains le sont, oui, il y a une mentalité d'expatriés de certains Français, je regrette, qui sont comme ça, mais la plupart sont heureux d'être au Canada, sont curieux, ont envie de connaître la culture canadienne, ont envie de connaître les autres cultures aussi qui sont présentes au Canada, la culture africaine. D'ailleurs, j'ai lu avec attention tes 2 livres, Blaise. J'ai lu aussi le livre de Monia Farida. J'ai lu L'homme sans voix, le roman de Didier Leclerc, pour un peu m'améliorer, pour comprendre. Et aussi, j'aime quand on me dit, des fois, j'apprécie lorsque les gens viennent me voir en disant, écoute, peut-être là dans ton article ou dans ta façon de faire, il y a une subtilité que tu comprends pas, peut-être parce que du fait de tes origines, du fait que tu es un homme et tout, voilà. Donc, je t'invite peut-être à penser autrement. J'apprécie. Le but, c'est de se développer, c'est de s'améliorer soi-même. Mais je n'aime pas quand on vient me voir en disant, écoute, on ne dit pas comme ça, mais les mots vont dans ce sens. Tu es blanc, tu ne comprends pas, tu es un homme, tu es ci, tu es ça. Donc, laisse-moi t'éduquer et puis après, on passe à autre chose. Je trouve que des fois, et ça revient à ce thème du décloisonnement que l'on a depuis le début, il faut se parler, et pour se parler, il faut éviter de se juger et de faire preuve de moralisme et de s'ériger en autorité morale sur l'autre, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses imperfections. Il faut absolument un dialogue plutôt que des postures vertueuses où on fige l'autre dans sa couleur, dans son genre, dans ses origines. Je pense vraiment que l'être humain est beaucoup plus complexe, et si on veut combattre le racisme, et il faut le combattre, on ne peut pas avoir les mêmes armes que les racistes, c'est-à-dire de déshumaniser l'autre au nom de ses origines. Il y a un vécu, il y a un acquis, il y a une expérience que tout le monde a, que tout le monde possède, et on doit la mettre en valeur des fois. Merci beaucoup, Sébastien. Alors moi, je me réjouis de ce que, quand nous avons eu ce petit échange hors micro, pour justement vous convaincre que vous aviez largement votre place pour venir discuter paroles décloisonnées. Je suis bien heureux que vous ayez accepté, parce que cette voix, nous voulons aussi l'entendre. Nous n'avons aucun intérêt, je pense que ceux qui nous suivent seront d'accord avec moi, de nous parler juste entre nous. En ce qui me concerne, je pense que j'ai passé le gros de ma vie au Congo à parler juste à des Congolais. Étant venu dans ce pays, c'est un grand bonheur de pouvoir échanger avec Monia, avec Didier qui est du Rwanda, mais n'allez pas croire que la culture du mon Congo que je suis est beaucoup nécessairement en commun avec celle de quelqu'un d'origine rwandaise. Voilà. Et là, donc, vous venez de nous les dire, au-delà, oui, de ces différences, nous sommes des êtres très complexes, et cette voix, eh ben, elle a sa place dans ces genres de discussions. Parlant justement de ce racisme qui est notre fil conducteur, avant que je ne revienne sur le thème principal de la discussion, l'avant-dernier sujet, l'avant-dernière question que j'aimerais vous poser, si le temps permet, c'est au sujet de vos expériences personnelles avec le racisme, soit à titre de sujet, j'aime pas trop le mot victime dans cette assertion-ci, soit comme sujet du racisme, soit comme témoin direct d'un acte raciste. Quand est-ce que c'est arrivé? Très brièvement, si vous le pouvez, je vous en prie, pour que nous prenions 1 ou 2 questions qui restent. Et qu'est-ce que cela vous a appris au moment où c'est arrivé? Je commencerai par Monia. En fait, j'ai vraiment aimé ce que Sébastien a dit, parce que je me suis dit, ça, c'est le vécu des personnes racisées également. Donc, les personnes racisées ne sont regardées qu'à travers la couleur de leur peau, ou qu'à travers, dans mon cas, mon voile. Et donc, à chaque fois que j'essaie d'en sortir, à chaque fois que j'essaie, là, je suis encore une fois jugée parce que je porte un voile, parce que j'affiche mes couleurs. Donc, disons-le comme ça. Et donc, pour revenir, donc ça, c'est vraiment, c'est intéressant en fait d'entendre Sébastien dire que ça le blesse, parce que oui, ça blesse, mais c'est le vécu aussi de toutes les personnes racisées tous les jours.
elles sont blessées tous les jours. Donc c'est là où j'entends que on peut être plus, s'entendre un peu plus quand on parle et qu'on donne la parole les uns aux autres. Et donc d'écouter Sébastien, un homme blanc qui de loin est une personne, disons, supposément privilégiée, venir dire que ça lui blesse, eh ben, c'est la même chose, ça arrive tous les jours avec les personnes Merci beaucoup. de couleur de peau. Alors pour moi, oui, pour revenir très 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 brièvement. S'il vous plaît, oui. On me dit, on m'a fait signe que le temps presse. Question de racisme ou de personnel. Il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup, mais je me rappelle très bien. J'étais sur un panel, on était 2 ou 3 personnes, 3 peut-être, et c'était à la ville de Québec. Et il y avait un journaliste français et il y avait une personne, Denise Bombardier, qui est connue au Québec. Et on parlait je crois, de l'islamophobie ou du racisme ou quelque chose comme ça. Et dès que j'ai commencé à parler, je me rappelle très bien, on était devant tout le monde. Elle m'a regardée devant tout le monde. Elle m'a dit que vous ayez les diplômes du monde, pour moi, vous allez être une femme opprimée parce que vous portez le voile. Et ça, c'est vraiment la chose. Merci. Je peux imaginer à quel point ça peut être blessant et fort. Vous allez beaucoup m'excuser, les amis. Je reçois des signes de l'organisation comme quoi il nous reste très 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 peu de temps. Vraiment, 1000 excuses. Nous pourrons peut-être continuer ces débats autrement, mais je ne terminerai pas sans vous entendre sur un dernier point parce que j'avais promis qu'on reviendrait sur la thématique qui est celle de la race qui peut tuer 2 fois. Dans l'esprit de la chercheuse qui nous a inspiré ces textes, qu'elle disait en substance que la personne qui est victime du racisme subit une première violence au moment où, par exemple, elle est agressée, dans votre cas, Monia, par ce journaliste, et la deuxième fois, lorsque, rapportant cette violence-là, cela est nié, soit par l'opinion dans l'espace public, soit par les instances de régulation sociale qui sont la police ou les systèmes judiciaires. Ma question, et nous allons terminer, s'il vous plaît, rapidement sur ça, pensez-vous que cette double violence-là, d'abord si elle est réelle, pensez-vous qu'elle peut être une grille de lecture dans le conflit qu'on a connu à l'Université d'Ottawa? Est-ce que vous pensez que cette manière de violenter, à la fois au moment où l'acte est posé et à la fois, au moment où la personne fait part de la blessure, de la violence qu'elle a subie, est-ce que vous pensez que c'est une grille de lecture qui est valable dans l'incident de l'Université d'Ottawa? Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, une professeure a utilisé le mot nègre dans les cadres d'un cours et cela a été vécu comme une agression de la part d'un certain nombre d'étudiants noirs. Vous pensez que cette lecture-là de cette chercheuse est valable pour comprendre ce qui a pu dégénérer dans le cas de l'incident dont je viens de parler? Très, très rapidement, s'il vous plaît, si chacun peut le dire en 1 minute, ça nous permettra ensuite de conclure. Merci Yves. Je laisserai peut-être Didier commencer. Moi, je dirais brièvement, puisqu'il faut aller vite, oui. Je pense que ça a contribué. Je crois qu'il faut absolument que l'on comprenne que non seulement dire le mot dans un certain contexte n'est pas possible à faire, dans d'autres oui. Donc ça dépend du contexte. Dans le sien, dans le contexte dont vous parlez, de l'Université d'Ottawa, je crois que il y a eu blessure 2 fois. Et à mon avis, il est très important de souligner que nous sommes donc nous sommes dans un contexte où un professeur d'université devrait savoir quand est-ce qu'il peut l'utiliser et quand est-ce qu'il ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas un écrivain, professeur d'université, c'est autre chose. Merci beaucoup Didier. Sébastien, j'aimerais, si vous le souhaitez, vous entendre là aussi très rapidement. Merci beaucoup Didier. Je ne me prononcerai pas sur la polémique du mot en haine. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il faut un dialogue. Il faut dialoguer. Et je trouve dommage que dans cette histoire, tout a été un problème qu'il y a eu entre la professeure et puis cette étudiante n'a pas été réglé de façon claire.
et s'est retrouvé sur la place publique au point de mettre des braises et d'enflammer, on va dire, le Canada, de diviser. Ce sont des choses qui peuvent être réglées, je pense, de manière beaucoup plus professionnelle, oui, et de manière beaucoup plus communicative. Et là, il y a quelque chose qui a échappé à tout le monde dans cette affaire. Tout le monde a une responsabilité. C'est juste dommage. Et voilà, il faut vraiment, et c'est mon point, on dialogue, on est des humains. Au-delà de nos couleurs, au-delà de nos genres, au-delà de nos différences, de nos opinions, Merci on est beaucoup. tous des humains, il faut tendre vers ça. Merci beaucoup. Donc, dialogue et dépasser, selon vous, l'épiderme pour aller au fond des choses et trouver les voies de Décloisonner. pacification, décloisonner justement les esprits, encore une fois, comme disait Didier. Et Monia, on va terminer donc par vous. Je suis tout à fait d'accord que le racisme, en fait, ne tue pas deux fois, mais tue plusieurs fois. Il y a la violence physique qu'on connaît, peut-être dont on a un peu parlé, mais il y a aussi le fait que on veut pas reconnaître la violence morale chez les autres. Et donc, pour moi, c'est très important que cette violence morale soit reconnue et que c'est la parole aujourd'hui des personnes racisées qu'on doit entendre parce qu'elle a été tellement cachée, tellement mise sous silence qu'aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait normal qu'on l'entend et que certaines personnes ne vont pas être contentes de l'entendre. Et donc, cette recherche de compromis, ça va prendre encore du temps, mais entre-temps, il faut qu'on apprenne à écouter et il faut qu'on apprenne à entendre ces gens-là et à pouvoir comprendre les blessures par lesquelles elles sont passées et qui cherchent à se faire légitimiser. Merci. Par l'écoute, au moins. Merci beaucoup. Donc, c'est finalement par ces mots, écoute, décloisonnement des esprits et ne pas nous figer nécessairement à ce que l'apparence montre et comprendre peut-être que au-delà de ce que l'on peut voir, les esprits peuvent se rencontrer quand le dialogue est sincère, réel et permanent. Je vous remercie infiniment tous les trois. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses que vous auriez aimé ajouter sur cette question. Le débat ne se termine pas. Il pourra se poursuivre sous d'autres formes. Je suis très, très heureux d'avoir pu vous donner la parole sur cette question-là, en tout cas. J'espère que ceux qui nous ont écoutés sont tout aussi ravis et pourront continuer eux aussi à discuter de cela. Merci beaucoup, Yves, pour ta patience. Le sujet est très, très passionnant, tu auras compris. Je me suis peut-être pas arrêté là où il fallait, mais je voulais vraiment que ces derniers aspects ne tombent pas dans les cracks, comme on dit ici au Canada. Merci beaucoup à Aude Ramani qui m'a beaucoup soutenu dans la préparation de cette entrevue, notamment après avoir mis à ma disposition les éléments de la chercheuse dont j'avais besoin pour rayonner un peu ma réflexion. Merci donc à Mosaïque Interculturelle de nous donner cet espace et l'opportunité de décloisonner cette parole parce qu'il faut qu'elle soit dite, qu'elle soit entendue après avoir longtemps été tue. Bonne soirée et bonne continuation à tout le monde pour les Slack qui s'achèvent demain en fin de journée.